Bonjour, Philippe Fulsac pour une nouvelle vidéo, en tout cas un brouillon de vidéo, dans lequel je vais vous annoncer en fait le plan d'un projet qui est l'explication d'un théorème qui est dû à John Nash, que John Nash a publié dans sa jeunesse en 1952 et qui concerne un résultat de géométrie algébrique. Alors, dans cette vidéo, je ne peux pas encore, n'étant pas moi-même un spécialiste de géométrie algébrique, je ne peux pas vous livrer la marchandise, si vous voulez, mais je vais vous montrer les efforts que je fais pour essayer d'obtenir justement une présentation, on va dire grand public, une présentation assez simple de la démarche de John Nash. Vous avez sans doute entendu parler de John Nash, John Forbes Nash. C'est un très grand mathématicien, vraiment un génie. Vous avez certainement entendu parler du film A Beautiful Mind, qui, à mon avis, ne rend pas justice du tout au génie de Nash, ni surtout à ses réalisations, aux réalisations mathématiques de Nash, tout simplement pour la raison que peu de gens peuvent vraiment comprendre ou apprécier la beauté et le caractère révolutionnaire des trouvailles de Nash. Et la raison est simple, c'est que quand vous allez au cinéma pour voir un film de 3 heures, de 2 heures ou 3 heures, sans avoir la culture nécessaire pour comprendre vraiment de quoi il s'agit, alors vous allez rester à la surface des choses, et c'est exactement ce qui se passe pour ce film, à mon avis. Si je voulais être plus méchant, j'ajouterais, comme d'autres l'ont fait, par exemple Villani, que le film n'est pas toujours fidèle à la réalité. Mais qu'importe, puisque le but du film est nécessairement d'ignorer la réalité et d'explorer, on va dire, le caractère plus romantique, le caractère plus dramatique de la vie de Nash. Et en effet, la vie de Nash est très, très, très complexe et elle est marquée par une maladie mentale, par des trouvailles exceptionnelles, et par une fin de vie absolument dramatique. Alors, dans cette vidéo, ou dans ce plan auquel je réfléchis, je pense que j'ai le plan de la présentation que je cherche à faire. Je pense que pour arriver à prouver le théorème de Nash, pour l'instant je ne vous dis pas de quoi il s'agit, mais on parle du premier travail de Nash en géométrie algébrique. Évidemment, il faut que je présente ce que c'est que la géométrie algébrique. Donc j'ai pensé à ce plan-là, qui me semble assez logique. D'abord, vous parler de la géométrie algébrique, de quoi s'agit-il? Puis vous présenter les grassmanniennes, parce que c'est un bon exemple d'espace algébrique, en effet. Et c'est un exemple qui a une portée mathématique très importante. Par exemple, on trouve les grassmanniennes. Le rôle des grassmanniennes est fondamental dans la classification des fibres vectorielles, par exemple. Et il m'a semblé intéressant d'en parler et de les présenter dans ce contexte-là de géométrie algébrique. Ensuite, il est, à mon avis, absolument nécessaire de parler de la notion de théorème de transversalité de Thom, d'accord, ou la notion d'abord, la définition de la transversalité due à René Thom, un autre grand mathématicien français. Alors, évidemment, Thom, il est très connu pour la théorie des catastrophes, peut-être trop connu pour la théorie des catastrophes. En effet, je pense que ses travaux de jeunesse sont largement supérieurs sur le plan mathématique à la théorie des catastrophes, finalement, qui se résume à peu de choses sur le plan mathématique. Je ne dis pas que la démarche de Thom
suis pas assez compétent pour pouvoir juger du bien fondé de la démarche de Tom, mais ce qui est sûr, c'est que ses premiers travaux en mathématiques, et notamment en topologie différentielle, notamment ses travaux sur le cobordisme ont été fondamentaux. Et là, de manière très intéressante, il y a un lien entre Nash et Thom. On parle de la même époque, hein, puisque Thom a obtenu, en fait, Thom a volé la médaille Fields, pourrait-on dire, et en même temps, il ne l'a pas volée du tout. Le jury du prix Fields a préféré élire Thom à Nash. Et d'une certaine manière, je pense que c'était justifié, compte tenu de l'importance des travaux de Thom. Donc, transversalité de Thom, ça serait un autre sujet à aborder. De toute façon, c'est donc un des éléments de la preuve du théorème de Nash. Ensuite, il s'agirait de revenir en arrière et de dire comment, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 30-40 avec notamment les travaux de Whitney sur les immersions et les plongements des variétés quelconques en dimension, enfin dans les espaces euclidiens. Alors, ces travaux ont eu un impact considérable. Whitney était vraiment un très grand topologue, peut-être le fondateur de la topologie différentielle, pourrait-on dire. Et évidemment, les travaux de Whitney sont prolongés par des travaux tels que ceux de Smale et de Thom dans les années 50. Une foule de travaux très importants qui a finalement débouché sur la classification des variétés différentiables et même la caractérisation de l'existence de variétés différentiables sur les surfaces ou dans les espaces topologiques. Ensuite, il semble nécessaire de parler de l'approximation de Nash. De quoi s'agit-il? Alors là, on parle des fonctions, on appelle ça les fonctions de Nash, qui sont quelque part à mi-chemin entre l'univers algébrique et l'univers analytique. C'est encore une autre découverte ou une autre trouvaille conceptuelle très intéressante de John Forbes Nash. Et enfin, on pourrait aboutir à la preuve du théorème de Nash. Alors bon, ça c'est donc le plan en général, hein. Alors j'ai quelques notes éparses que je vous livre. Donc géométrie algébrique. Donc, dans cette section, je compte brièvement introduire la notion de géométrie algébrique. On doit évidemment considérer que le grand fondateur de la géométrie algébrique, GA, en abrégé, c'est René Descartes. Avec sa géométrie, Descartes a sans doute fait beaucoup plus pour la science que tous les ingénieurs des GAFAM réunis. Ça, c'est absolument certain. Et en effet, quand on regarde la géométrie, quand on lit la géométrie de Descartes, la géométrie analytique notamment, sa méthode analytique, elle permet d'aborder tous les problèmes qu'on peut imaginer, qu'on avait imaginé auparavant en géométrie et davantage. Et elle permet aussi de faire un lien entre de multiples choses, entre la géométrie, la topologie et l'analyse, par exemple. Le livre n'est pas d'ailleurs très gros, le livre de la géométrie, donc il a publié les météores, le discours de la méthode, les dioptriques, et voilà. Et donc, dans ce livre, Descartes, on trouve déjà une foule de questions fondamentales. Évidemment, il y a d'autres mathématiciens qui ont contribué à l'éclosion de la géométrie algébrique, par exemple Newton. Bon, sur un plan bien spécifique, Newton touche à tout aussi quand même, hein. On peut pas réduire Newton à juste quelqu'un qui a trouvé, entre guillemets, juste, les 3 lois de la dynamique, hein. Il s'est intéressé en effet aux courbes cubiques et c'est vraiment un des premiers traités où on peut dire qu'il y a une attaque systématique de géométrie algébrique. Déjà en petite dimension, la géométrie algébrique, c'est intéressant. Par exemple, ça couvre les coniques. Les cubiques sont très intéressantes aussi.
Vous avez certainement entendu parler de structures de groupes sur les cubiques, donc c'est vraiment des courbes très intéressantes. Notamment aujourd'hui, les cubiques, on le vend en poupe parce qu'on les retrouve par exemple en cryptographie. Hein. La théorie des cubiques sont liés aussi à la théorie des fonctions elliptiques. Donc en fait, ce sont vraiment des domaines très intéressants. Les coniques, bon, les coniques, on les étudie depuis l'Antiquité. Les cubiques, donc c'est un peu plus récent. Et alors, dans la géométrie algébrique, on décrit une foule d'objets très utiles. Et l'utilité de ces objets dépasse évidemment le cadre de la géométrie strictement algébrique. On les retrouve dans d'autres domaines des mathématiques, par exemple les espaces projectifs, les variétés grassmanniennes ou les variétés keuleriennes, juste pour vous donner quelques idées d'objets qui sont liés à la géométrie algébrique. La géométrie algébrique, c'est pareil, c'est un domaine très vaste, d'accord. Donc, il me semble intéressant de mentionner que parmi les 5 problèmes non encore résolus des 23 problèmes de Hilbert, le 16e problème est un des problèmes les plus fameux, peut-être le plus fameux après la conjecture de Riemann, et il traite de géométrie algébrique. Et donc, ce qui manque là, donc ce que vous ne voyez pas encore, c'est une introduction très incomplète et très brève, juste pour donner une idée du domaine de la géométrie algébrique et du type d'objets et de questions traitées en géométrie algébrique. Donc ça serait à peu près le plan du premier chapitre. Pour le plan du deuxième chapitre, vous voyez, totalement vide. Alors là, je parlerai des grassmanniennes. Alors, en donner une définition, les grassmanniennes, c'est simplement, par exemple, l'ensemble des droites d'un espace euclidien, par exemple l'ensemble des droites du plan, ou l'ensemble des droites de l'espace de dimension 3, etc. C'est un cas particulier de grassmannienne. Alors maintenant, plus généralement, l'ensemble des sous-espaces vectoriels de dimension k, donc, ou si vous voulez, l'ensemble des plans affines qui passent par l'origine dans un espace euclidien, ça, c'est une grassmannienne. Alors, beaucoup de grassmanniennes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder donc ces objets et d'essayer peut-être soit de les munir de toute la structure qu'elles méritent. Comment peut-on paramétriser les grassmanniennes? Comment peut-on les décrire en topologie algébrique, par exemple? Comment peut-on les décrire comme des complexes cellulaires? Comment peut-on les paramétriser? Forment-elles des variétés? Si oui, de quelle dimension? Quelle est la topologie des grassmanniennes? Quels sont leurs groupes d'homotopie ou leurs groupes d'homologie? Quel rôle jouent-elles, par exemple, dans la classification des fibres vectorielles? Et alors, tout simplement, même à un niveau beaucoup plus pragmatique, ou beaucoup plus visuel, est-ce que je peux vous montrer des images de grassmanniennes? Alors effectivement, je pensais peut-être vous montrer quelques images, par exemple la surface de Boy. J'ai écrit un programme pour visualiser ça. C'est un programme qu'on peut trouver partout sur internet. Évidemment, la surface de Boy est intéressante puisque on la retrouve comme étape intermédiaire dans le retournement de la sphère, notamment dans les premiers épisodes du retournement de la sphère, retournement qui avait été conjecturé par Smail, et auquel peu de gens ont cru, hein, avant finalement d'être visualisé par des gens comme Phillips et d'autres. Et aussi des gens comme Morin. Alors Morin n'a pas utilisé la surface de Boy, il a utilisé la surface dite de Morin, qui est différente. Mais la surface de Boy est très intéressante, découverte par Walter Boy, qui répondait ainsi à une question de Hilbert. On parle de 1906, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un exemple de visualisation des grassmanniennes. Donc les grassmanniennes, bien sûr, jouent un rôle très important en topologie algébrique et elles jouent un rôle important en géométrie algébrique. Ensuite, j'aimerais vous parler de transversalité de Thom. Alors là, effectivement, j'ai quelques notes là-dessus. Alors, transversalité de Thom, bon, je peux vous montrer simplement un dessin, simplement, ici.
Alors, quand est-ce que deux variétés sont transverses? Ben, finalement, quand leur intersection, en leur point d'intersection, les plans tangents sont supplémentaires dans l'espace ambiant, hein, si vous considérez A et B comme surface plongée dans un espace ambiant. Vous avez deux exemples ici de variétés en position transversale. Alors, ça veut dire que les variétés sont en position transversale. La transversalité joue un rôle de position générale, finalement, en géométrie et en topologie algébrique. Et on peut généraliser, et c'est ça la beauté des résultats de Thom, hein. Il a réalisé l'importance de cette notion de transversalité et il en découle une foule de conséquences. En plus, donc on peut parler de transversalité d'une application sur une surface, par exemple. Et cette notion de transversalité est générique, c'est-à-dire que si vous avez une fonction qui n'est pas transversale, eh ben, vous pouvez toujours déformer l'espace ambiant, déformer un petit peu l'espace ambiant, de sorte à rendre la fonction transversale. Donc là, c'est une propriété très générale. Sans transversalité, vous ne pouvez rien faire. Avec la transversalité, vous pouvez faire beaucoup. Et la transversalité est générique. Donc, vraiment, c'est une notion qui mérite évidemment d'être expliquée. Et elle est utilisée dans la preuve du théorème de Nash. Ensuite, plongement de Whitney. Alors, plongement de Whitney. Alors là, il s'agit effectivement, comme je vous ai dit, de savoir, de comprendre si toute variété, finalement, Mendelian class, toute variété différentielle ou équipée d'une structure tout espace topologique équipé d'une structure de variété différentielle, est-ce qu'elle peut être plongée en gardant la structure différentiable dans un espace euclidien? Autrement dit, est-ce qu'on peut dessiner toute variété différentielle? Et la réponse, c'est oui. Et c'est donc, je pense, c'est dans les années 1936 que ce théorème de plongement a été formulé par Whitney. Et il a dégagé énormément de théorèmes et de propriétés importantes des variétés. Et alors là, ce que je voudrais faire, c'est tout ça, typiquement programme de licence, peut-être de mathématiques, licence de mathématiques. Donc, encore que les outils soient même plus basiques, hein, on peut voir ça même presque en terminale, hein, ou en première année, mais je pense que ça va être enseigné, je ne suis pas trop sûr, mais ça va être enseigné au niveau licence. Alors là, l'idée, c'est de présenter le lemme de Sarr, les partitions de l'unité, et puis démontrer donc la théorème du plongement de Whitney. Donc ça, on s'en servira effectivement dans la suite. Ensuite, l'étape d'après, c'est de parler de l'approximation de Nash. Alors, approximation de Nash, donc là, la question, ça va être la suivante. Quel est le cadre naturel pour effectivement, étant donné une application différenciable, on peut évidemment penser, et on le sait, que le théorème de Weierstrass nous permet d'approcher les applications différenciables par des polynômes, mais cela ne suffit pas pour, en fait, traiter des courbes algébriques et des ensembles algébriques. Donc il faut introduire de nouvelles fonctions, ces fonctions qu'on appelle fonctions de Nash, qui sont à la fois analytiques et algébriques. Et cette classe de fonctions, inventée par Nash, possède des propriétés remarquables. Et donc, je vous décrirai donc ces fonctions et je vous donnerai quelques applications de ces fonctions. Évidemment, ces fonctions jouent un rôle fondamental dans dans la preuve du théorème de Nash. Et enfin, donc il s'agit d'attaquer donc la preuve du théorème de Nash 1952. Alors je vais juste vous dire ce que ce théorème énonce. Donc ce théorème nous dit finalement que n'importe quelle variété compacte,
une variété différentielle, peut être approchée tout en gardant le même type de difféomorphisme, on ne change pas la topologie, par un morceau, on va dire, d'une variété algébrique. Une variété algébrique réelle, lisse. Et en fait, ce théorème de Nash a été complété par Tognoli en 1973 qui, en utilisant les outils conçus par René Thom, notamment les outils de cobordisme, qui a réussi à montrer qu'en fait, toute variété compacte différentielle était exactement difféomorphe, approchable par une variété difféomorphe qui est une variété algébrique. Autrement dit, non seulement nous pouvons, entre guillemets, dessiner n'importe quelle variété compacte, différentielle, mais nous pouvons la dessiner de manière algébrique. C'est vraiment un théorème absolument fantastique qui nous montre d'une certaine manière la flexibilité des difféomorphismes, hein, en gros, hein, et qui nous montre que si on s'intéresse aux classes de difféomorphismes, donc ne pas distinguer des deux surfaces ou deux variétés ou deux espaces topologiques qui peuvent être envoyés l'un sur l'autre par un difféomorphisme, application bijective, et infiniment différenciable ainsi que sa réciproque, eh bien finalement, il n'y a pas de différence entre la théorie enfin toute variété différenciable, sa classe de difféomorphisme peut se représenter par une courbe algébrique, finalement. Voilà. Donc je pense quand même que c'est un théorème extraordinaire, hein, et ce théorème aussi explique pourquoi dans la représentation des des classes d'homologie, par exemple, qu'on trouve en topologie algébrique, pourquoi on va trouver finalement beaucoup de les exemples, les générateurs sont des générateurs qui appartiennent à la famille des courbes algébriques. Donc essentiellement, la géométrie algébrique fournit tous les modèles nécessaires pour classer les variétés différentielles. Voilà, donc je finis cette vidéo ici pour clore ce plan d'attaque qui, j'espère un jour, sera réalisé. À bientôt.